J'ai demandé au directeur des opérations de la commission du crime de Chicago une liste des truands les plus notoires. Des meurtriers connus, des meurtres que nous connaissons sans pouvoir les prouver, il y en avait près de 100. Et dans cette liste, j'ai sélectionné 28 hommes. J'ai mis Al Capone en tête, puis son frère, et j'ai énuméré les 28, chaque homme étant vraiment un hors-la-loi. Je les ai appelés ennemis publics et je les ai ainsi désignés dans mes lettres envoyées au chef de la police, au shérif et à chaque agent chargé de faire respecter la loi. Le but est de garder la publicité centrée sur les gangsters les plus célèbres et notoires de Chicago, afin qu'ils soient constamment surveillés par les autorités chargées de faire respecter la loi et par les citoyens respectueux des lois. Cette initiative était en grande partie un coup de publicité, plus efficace pour dissiper l'image glamour des gangsters que pour appréhender réellement les criminels. Près de 20 ans plus tard, J. Edgar Hoover et le FBI adopteront cette stratégie en créant leur liste des 10 criminels les plus recherchés. Le 7 février 1949, un article intitulé « Les fugitifs les plus recherchés du FBI » est paru dans le Washington Daily News. Un journaliste de United Press International a contacté le Bureau fédéral d'enquête et a demandé les noms et descriptions des criminels les plus dangereux que le FBI voulait capturer. Dans l'espoir que la publicité mènerait à des arrestations, le FBI a publié les noms de 10 fugitifs qu'il considérait comme étant les plus potentiellement dangereux. L'histoire a suscité tellement de publicité et d'intérêt auprès du public. Le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, a mis en place de façon permanente le programme des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI un an plus tard, le 14 mars 1950. Ce programme du top 10 reposait fortement sur les médias nationaux. Reconnaissant la nécessité de l'aide du public pour localiser les fugitifs, le programme Top 10 a été conçu pour faire connaître des fugitifs particulièrement dangereux qui, autrement, n'auraient peut-être pas attiré l'attention nationale, et cela a fonctionné. La coopération des citoyens a conduit à l'arrestation de 9 des 20 premiers fugitifs du Top 10. Cela comprenait le tout premier fugitif du Top 10, Thomas Holden, qui a été arrêté après qu'un citoyen a reconnu sa photo dans un journal de l'Oregon. Bien que la marque « ennemi public » ne soit réellement utilisée par les forces de l'ordre qu'environ 20 ans plus tard, elle a commencé à symboliser une nouvelle ère et une nouvelle génération de criminels. Les gangsters liés à la prohibition appartenaient désormais au passé. Les opérations quasi légitimes et les caïds plus grands que nature avaient disparu des projecteurs. Désormais, le monde des gangsters s'est ouvert au hors-la-loi, pas très différent de ceux du Far West. Braquant des banques, des fourgons blindés et même des trains, ils restaient rarement au même endroit et laissaient presque toujours une traînée sanglante derrière eux. Aucune punition ne peut être trop sévère pour ces ennemis publics. Ils méritent bien pire que le pilori. Je n'ai pas peur des paroles. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider la campagne fédérale à mettre les gangsters et les racketteurs d'ici derrière les barreaux, là où ils doivent être. John Dillinger, dont le nom a autrefois dominé les gros titres, était un voleur notoire et cruel. De septembre 1933 à juillet 1934, lui et son gang violent ont terrorisé le Midwest, tuant 10 hommes en blessant 7 autres, braquant des banques et des arsenaux de police et organisant 3 évasions de prison tuant un shérif lors de l'une d'elles et blessant 2 gardiens lors d'une autre. John Herbert Dillinger est né le 22 juin 1903 dans le quartier Oak Hill d'Indianapolis, un quartier résidentiel de classe moyenne. Son père, un épicier travailleur, l'a élevé dans une atmosphère de discipline extrême. Rupture avec son père et problèmes judiciaires.
Le vol de voiture l'a conduit à s'engager dans la marine. Là-bas, il a rapidement eu des ennuis et a déserté son navire. Dillinger n'a pas eu de chance pour trouver du travail en ville et a rejoint le joueur de billard de la ville, Ed Singleton, dans sa quête d'argent facile. Lors de leur première tentative, ils ont essayé de cambrioler un épicier de Mooresville, mais ont été rapidement arrêtés. Stupéfait par la sévérité de la peine, Dillinger est devenu un homme torturé et amer en prison. Sa période d'infamie a commencé le 10 mai 1933 lorsqu'il a été libéré sur parole après avoir purgé 8 ans et demi de sa peine. Presque immédiatement, Dillinger a braqué une banque à Bluffton, dans l'Ohio. La police de Dayton l'a arrêté le 22 septembre et il a été incarcéré à la prison du comté à Lima, dans l'Ohio, en attendant son procès. En fouillant Dillinger, la police de Lima a trouvé un document qui semblait être un plan d'évasion de prison. 4 jours plus tard, en utilisant ces mêmes plans, 8 amis de Dillinger se sont évadés de la prison d'État de l'Indiana. Pendant ce temps, Dillinger et son gang ont commis plusieurs braquages de banques. Ils ont également pillé les arsenaux de la police à Auburn, Indiana et à Peru, Indiana, volant plusieurs mitraillettes, fusils et revolvers, une quantité de munitions et plusieurs gilets pare-balles. Le 14 décembre, John Hamilton, un membre du gang de Dillinger, a abattu et tué un détective de la police à Chicago. Un mois plus tard, le gang de Dillinger a tué un policier lors du braquage de la First National Bank d'East Chicago, Indiana. Ensuite, ils se sont rendus en Floride puis à Tucson, en Arizona. Là, le 23 janvier 1934, un incendie s'est déclaré dans l'hôtel où la police locale a arrêté Dillinger et Harry Pierpont. Dillinger a été détenu à la prison du comté de Crown Point, Indiana, en attendant son procès pour le meurtre d'un policier d'East Chicago. Les autorités se vantaient que la prison était à l'épreuve des évasions. Mais le 3 mars 1934, Dillinger a intimidé les gardiens avec ce qu'il affirmera plus tard être un pistolet en bois qu'il avait taillé, puis il s'est enfui. C'est alors que Dillinger a commis l'erreur qui lui coûterait la vie. Il a volé la voiture du shérif et a traversé la frontière entre l'Indiana et l'Illinois en direction de Chicago. En faisant cela, il a enfreint la loi nationale sur le vol de véhicules à moteur, qui en faisait une infraction fédérale de transporter un véhicule volé d'un État à un autre. À Washington, J. Edgar Hoover a chargé l'agent spécial Samuel A. Cowley de diriger les efforts d'enquête du FBI contre Dillinger. Cowley a installé son quartier général à Chicago, où lui et Melvin Purvis, un agent spécial responsable du bureau de Chicago, ont planifié leur stratégie. Une équipe d'agents sous la direction de Cowley a travaillé avec les policiers d'East Chicago pour suivre toutes les pistes et rumeurs. En fin d'après-midi, le samedi 21 juillet 1934, la tenancière d'une maison close à Gary, dans l'Indiana, a contacté l'un des policiers avec des informations. Anna était prête à vendre au FBI des informations sur Dillinger contre une récompense en espèces, ainsi que l'aide du FBI pour empêcher son expulsion. Anna a dit aux agents qu'une de ses amies, Polly Hamilton, avait rendu visite à son établissement avec Dillinger. Anna avait reconnu Dillinger grâce à une photo parue dans un journal. Anna a dit aux agents qu'elle, Polly Hamilton et Dillinger iraient probablement au cinéma. Le soir suivant, Hoover les a avertis d'attendre dehors plutôt que de risquer une fusillade à l'intérieur du théâtre bondé. Chaque homme a reçu pour instruction de ne pas se mettre inutilement en danger, et on lui a dit que si Dillinger opposait une quelconque résistance, ce serait chacun pour soi. Le rapport officiel du FBI donne un compte-rendu détaillé des derniers instants de Dillinger. À 20h50, Dillinger et 2 femmes sont entrés au Biograph Theater, 2433 Lincoln Avenue à Chicago, observés par l'agent spécial en chef M. H. Purvis et l'agent Brown. L'information a été donnée par téléphone au bureau de Chicago. Des instructions ont immédiatement été données aux agents du bureau pour se rendre aux abords du Biograph Theater et surveiller les lieux conformément aux directives précédemment émises.
Vers 22h30 dans la nuit du 22 juillet 1934, Dillinger, accompagné de 2 femmes, a été aperçu sortant du Biograph Theatre. Ils ont marché vers le sud sur Lincoln Avenue depuis le théâtre. L'agent Purvis a donné le signal en allumant un cigare. Les agents ont immédiatement commencé à se rapprocher lentement de Dillinger de tous les côtés. Dillinger est apparemment devenu méfiant. Il a regardé les agents par-dessus son épaule et s'est mis à courir pour saisir son arme. En même temps, l'agent C. B. Winstead a tiré. Cela a aussitôt été suivi d'un tir de chacun des agents Winstead, Hurt et Hollis. L'agent Winstead a tiré un autre coup de feu. Dillinger est tombé face contre terre près d'une ruelle. Il tenait un pistolet automatique de calibre 38 dans sa main lorsqu'il est tombé. Aucun coup de feu n'a été tiré depuis le pistolet de Dillinger. Un chargeur de pistolet supplémentaire a été trouvé dans sa poche. Dillinger a été transporté à l'hôpital des Frères Alexiens, où il est arrivé à 22h55 et a été déclaré mort. Par la suite, le corps de Dillinger a été transporté à la morgue du comté. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de contenu historique captivant comme celui-ci, Merci d'aimer, commenter et partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour faire vivre l'histoire.